Bien souvent, on imagine la construction européenne comme un processus animé par des gens généreux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, auraient voulu créer un cadre consensuel entre les nations européennes, un cadre dans lequel on aurait oublié les égoïsmes nationaux et dans lequel on formerait une communauté soudée de destin et de culture. Alors derrière ce grand projet, on renvoie en général un certain nombre de figures, que ce soit Jean Monnet, Robert Schuman, que ce soit Paul-Henri Spaak, ou un certain nombre d'autres acteurs importants, et souvent en oubliant que ce qui les a animés n'a pas forcément été uniquement des idéaux pacifistes et humanistes, mais aussi des enjeux géostratégiques importants, des enjeux qui sont ceux de la guerre froide, et aussi des intérêts économiques qui visaient à reconstruire un marché européen. En fait, la mouvance pro-européenne est assez ancienne. On trouve déjà de nombreux groupes dans les années 30, notamment derrière le compte Coudenhove, Kalergi et un certain nombre de militants pro-Union européenne. Mais c'est avec la Seconde Guerre mondiale que le thème va connaître un véritable essor et va surtout servir à amalgamer des groupes qui souvent, politiquement, ont très peu de choses en commun. Derrière la cause européenne, on va trouver aussi bien des nostalgiques du régime de Vichy, qui réfléchissaient pendant la guerre à la création d'une communauté nationale, et qui désormais vont réinvestir ce sujet avec la communauté européenne. On va trouver d'authentiques résistants qui cherchent à créer une démocratie économique et sociale à l'échelle de plusieurs pays. On trouve des libéraux qui veulent créer un marché, et on trouve des conservateurs qui voudraient plutôt défendre une Europe chrétienne et une Europe qui soit bien distincte du bloc de l'Est et du communisme. Donc, si on regarde le mouvement européen, tel qu'il se met en place en mai 48, c'est un groupement qui agrège des individus aux conceptions plutôt différentes, mais malgré tout, avec une majorité d'individus conservateurs, une majorité catholique, et une majorité d'individus qui, en fait, ont comme principal ennemi le communisme, et qui veulent avant tout éviter la propagation du communisme à l'ouest de l'Europe. Les États-Unis ont été très favorables au mouvement pro-européen. Ils n'ont pas du tout vu dans l'émergence de l'Europe unie une possible concurrence. Au contraire, pour les États-Unis, avoir une Europe unifiée présentait au moins deux avantages. D'abord, qu'ils avaient énormément investi, notamment à travers le plan Marshall, et donc l'idée qu'ils pourraient là y trouver à la fois le moyen de se désinvestir économiquement et trouver un nouveau marché sur lequel vendre leurs produits. Et puis le deuxième intérêt, pour eux, il était d'ordre militaire, en ayant l'idée d'avoir une sécurité du continent européen qui soit assurée non pas par les troupes américaines, mais par les troupes européennes elles-mêmes. Donc les Américains ont été très favorables à la construction européenne, très favorables, y compris d'un point de vue financier, en finançant le mouvement européen très largement grâce à des associations comme l'American Committee of United Europe, qui était dirigé par Donovan, qui était un ancien responsable des services secrets américains, et qui pendant longtemps a assuré la plupart du budget du mouvement européen. Ce qu'on oublie souvent quand on voit la construction européenne, comme elle s'est accomplie principalement par la voie économique, on oublie qu'au départ, elle n'est pas seulement économique, mais qu'elle aurait dû aussi être politique et militaire. Militairement, les projets en fait ont assez abouti rapidement, pardon. C'est la création de l'OTAN à partir de 1949 qui va sceller une union militaire sous l'égide des États-Unis. Économiquement, la première union qui va être créée, c'est l'OECE, qui aujourd'hui est devenue l'OCDE, et qui devait faciliter les échanges entre les bénéficiaires de l'aide Marshall. La communauté européenne de défense, c'était une manière d'aller encore plus loin pour les États-Unis et de dire que désormais les Européens auraient leur défense à leur propre service, avec néanmoins une soumission de l'armée qui serait dans cette communauté européenne de défense aux forces de l'OTAN et donc, in fine, aux États-Unis. Alors on sait que ce projet de communauté européenne de défense, il a été battu en brèche par les parlements, notamment parce que en 54 en France, il a été rejeté à la fois par les élus gaullistes et les élus communistes. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que avec la CED, allait aussi une communauté politique européenne. Et en fait, dès l'époque, on voit les premiers projets de constitution
européenne apparaître, et dans ses premiers projets de constitution, l'idée de créer un marché commun. Et c'est ce marché commun-là qu'on retrouvera en 57 avec le traité de Rome. On se trompe assez souvent sur ce qu'est la CECA. Donc la CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle a été créée à l'initiative de Jean Monnet, et Jean Monnet y voyait un moyen de réaliser un début d'intégration fonctionnelle de l'Europe. Alors, pourquoi le charbon et l'acier? Bon, on sait, c'est un symbole. Derrière le charbon et l'acier, il y a la sidérurgie. Après la sidérurgie, l'armement, etc. Et donc, on pouvait sans trop de difficultés faire passer le projet de CECA pour un projet pacifique de contrôle mutuel sur la fabrication des armes entre la France et l'Allemagne. Maintenant, quand on regarde comment fonctionne la CECA, il faut voir qu'un premier trait important, c'est que c'est une institution totalement technocratique. Totalement technocratique, parce qu'en fait, elle est pilotée par une haute autorité indépendante que les États ne contrôleraient pas et qui aurait, elle, l'autorité sur la régulation, la construction d'un marché du charbon et de l'acier. Or, quand on regarde quels sont les buts poursuivis par la CECA, c'est véritablement la construction d'un marché, et pour ce faire, la limitation des aides d'État en faveur des entreprises du charbon et de l'acier, c'est la suppression des restrictions sur les importations et les exportations en matière d'acier, et c'est la volonté d'introduire des règles de concurrence qui fassent que la concurrence puisse être libre et non faussée dans le respect de certains principes. Alors, la CECA, de fait, n'a pas pu avoir l'ensemble des actions qu'elle souhaitait mener, mais tous ces principes-là, on les retrouvera au sein du marché commun. Jean Monnet est un drôle de personnage, il était surnommé par le général de Gaulle l'inspirateur, et c'était pas un surnom favorable, c'était un sobriquet assez défavorable dans la bouche du général de Gaulle, qui se moquait par là du culte qui a pu entourer cette personne, qu'on a souvent fait carrément le père de l'Europe. Alors, Monnet, lui, il avait une trajectoire assez atypique, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille de négociants de cognac, et il est d'autant plus atypique qu'il est difficile de l'identifier simplement à un pays ou à une région, puisqu'il est à la fois un homme des réseaux américains, un homme de réseau français, un homme de réseau genevois, un homme de réseau anglais. Alors cette spécificité est liée à sa trajectoire, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de négociants de cognac en 1888, qui a peu étudié et a très vite servi différentes filiales de l'entreprise familiale, notamment en Angleterre. Au moment de la Première Guerre mondiale, il a obtenu du président du Conseil, Viviani, de se charger des échanges entre alliés, pour le compte de la France et de la Grande-Bretagne. Tout cela l'a amené après-guerre dans ce milieu très internationalisé qui est celui de Genève et de la Société des Nations, où il exerçait quelques fonctions. Avant là de rentrer dans la finance internationale, à la fois en étant lié à la Banque Lazare, mais aussi en étant lié à des banques américaines, et il s'est petit à petit constitué ainsi une réputation d'économiste de premier plan et de spécialiste des questions monétaires que les gouvernements appellent en cas de profondes difficultés monétaires. Alors au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est à Londres, et s'est pas vraiment rapproché du général de Gaulle, mais a plutôt été envoyé par le gouvernement britannique auprès des États-Unis pour, là aussi, gérer les problèmes d'allocation de ressources entre alliés. Donc on a un individu qui est extrêmement internationalisé, qui est très bien en cours à Washington, qui est lié à tous les milieux de la diplomatie de l'entre-deux-guerres autour de Genève, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devient un personnage assez incontournable dans le domaine de la prise de décision économique et sociale. Bon, c'est pour ça que le général de Gaulle en a fait le premier commissaire général au plan, et lui-même va se faire un militant très volontaire de la cause européenne, pour laquelle il va proposer différents plans, et notamment le plan de la CECA, qu'il a réalisé avec une petite équipe de proches, des économistes, des juristes, et qu'il va remettre clé en main à Robert Schuman, qui en fera l'annonce le 9 mai 1950. L'idée que défend Monnet, c'est que l'union doit se faire sur des questions précises et non sur l'ensemble, par exemple, des domaines économiques et sociaux. Donc l'idée, c'est de
partir d'un point précis et de créer des solidarités et des interdépendances qui petit à petit emmèneront à envisager des problèmes plus larges. On part du charbon et de l'acier, et un jour, on arrivera au marché commun. Ah bah la méthode Monnet, c'est quelques technocrates à la manœuvre, et si possible, sans se soucier trop des gouvernements et des parlements. Monnet était pas spécialement un fervent défenseur de la démocratie en toute chose, et dès lors qu'il était question d'expertise économique et sociale, il considérait que ce n'était pas aux citoyens ordinaires de résoudre les grands problèmes, mais aux hommes importants, à commencer forcément par lui-même. Donc la méthode Monnet, c'est arriver avec un texte tout prêt, le faire circuler auprès des individus en position de les faire adopter et appliquer, et ensuite il tente sa chance. Bah, quand on regarde les négociations qui se sont déroulées en 1957, d'un point de vue franco-centré, on a souvent l'impression que, après tout, Monnet, Schuman, tout cela était français, et donc le traité de Rome devrait logiquement devoir beaucoup à des Français. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au moment de la signature du traité de Rome, la France est en pleine guerre d'Algérie, en pleine déconfiture coloniale, c'est un pays très endetté, un pays où les gouvernements ne font que tomber les uns après les autres, et que face à cela, l'Allemagne est un pays qui a une forte croissance, qui a des institutions stables, qui a un marché de l'emploi intérieur qui fonctionne bien, et qui s'est construite sur des bases radicalement différentes de la France d'après la Seconde Guerre mondiale. La France d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est les réformes de structure de la libération, c'est les nationalisations, la mise en place de la sécurité sociale, le plan, etc. L'Allemagne, la RFA, en tout cas l'Allemagne de l'Ouest, telle qu'elle s'est construite à partir de 1949, c'est un pays qui a adopté pour une solution néolibérale de développement économique, néolibéralisme qu'en Allemagne on appelle ordolibéralisme, et qui a à voir directement avec une conception de l'ordre social. Alors, schématiquement, c'est quoi l'ordolibéralisme? C'est l'idée que le marché n'est pas quelque chose de naturel, c'est que le marché existe parce que des institutions le font exister. Donc, dès lors, pour un ordolibéral, l'intervention de l'État est possible si elle vise à créer des conditions favorables au fonctionnement du marché. Deuxième chose qui est importante pour un ordolibéral, c'est que l'État peut aussi intervenir pour stimuler auprès des individus des comportements compatibles avec l'économie de marché. Par exemple, les faire devenir propriétaires. Tout de suite, ils seront plus intéressés et agiront plus en individus calculant rationnellement. Et donc, l'ordolibéralisme va reconstruire une économie allemande qui va être en partie décartélisée, avec tout le système qu'on pouvait avoir hérité du Troisième Reich, avec une politique de la concurrence très forte qui va se mettre en place, avec un Bundeskartellamt, une institution chargée de réguler les concentrations industrielles. Elle va recréer une monnaie auquel elle va donner une indépendance à la Banque centrale, de telle sorte que cette monnaie puisse être légitimée par les marchés, indépendamment de l'État. Bref, il y a un ensemble de choses qui vont se mettre en place, qu'on retrouvera d'ailleurs progressivement dans la construction européenne. Bah, le terme d'économie sociale de marché est un terme très traître, si je puis me permettre. Vous aurez noté d'ailleurs que le Parti socialiste, dans une déclaration il y a quelques années, a repris cette expression au sein de ses textes fondamentaux. Mais l'économie sociale de marché, ça veut tout dire sauf socialisme, en fait. Pour les gens qui l'ont forgé, notamment Alfred Müller-Armack, qui était un conseiller de Ludwig Erhard et qui a inventé cette expression, économie sociale de marché, ça veut dire cadre social compatible et favorable à une économie de marché. Et donc, l'idée qui est défendue derrière, c'est celle d'un libéralisme que eux-mêmes parfois qualifient de sociologique. C'est-à-dire de dire que le marché, ça ne fonctionne pas in abstracto, le marché, ça a besoin de comportements et de structures sociales conformes. Et donc l'économie sociale de marché, c'est une économie dans laquelle l'État intervient sur les structures sociales pour les façonner en conformité avec le marché. Là, si on veut aller chercher un exemple de moment où en France on a tenté des expériences de ce type, on le trouverait bien dans les années 70, sous le gouvernement Barre, quand on a rénové complètement la question de l'accès au logement
et quand on a créé des aides individualisées au logement, où on a donc voulu que les individus se comportent en tant que propriétaires ou aspirants propriétaires, et non plus comme les usagers d'habitation collective. C'est-à-dire que, bon, il faut dire d'abord que la France n'était pas la mieux placée pour négocier au moment de la rédaction du traité. Le traité, il a été rédigé par deux personnes, essentiellement. Il a été rédigé d'un côté par Pierre Uri, un économiste français, et de l'autre côté par Hans von der Gruben, un Allemand du ministère de l'économie, qui deviendra le premier commissaire à la concurrence. Donc le traité aurait dû être une sorte de compromis. En réalité, le traité va porter uniquement sur des questions économiques et pas sur des questions sociales. Ça, c'était le seul moyen de concilier les points de vue français et allemands, sinon les Allemands n'auraient pas signé le traité. Dès lors, toute une partie de la haute fonction publique française a vu le piège. Il s'est dit, si on ne procède pas à une harmonisation fiscale préalable, si on ne procède pas à une harmonisation sociale préalable, dès lors, on aura une convergence de structures économiques sans convergence sociale, et c'est le modèle allemand qui se trouvera imposé à tous, puisque l'Allemagne est la puissance économique dominante. Alors cette thème-là a été porté par beaucoup de gens à gauche, dans la haute fonction publique par Claude Gruson, par exemple, qui s'occupait de la prévision, ou même par des modérés comme Pierre Mendès France, qui avait tenu des discours assez virulents à l'Assemblée, en expliquant que sans harmonisation préalable, on allait remettre le pouvoir économique entre les mains des institutions européennes, et que du même coup, on allait dépouiller les États de leur souveraineté économique et monétaire. Ce que l'on voit bien aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il faut bien penser que le libéralisme ne va pas forcément à l'encontre de l'interventionnisme. Ce qui fait la modernité du néolibéralisme, c'est d'avoir conçu des formes d'intervention compatibles avec le libre jeu du marché. Et on pourrait, et là, tout le monde ne sera évidemment pas d'accord, mais on pourrait dire que la PAC est d'une certaine manière une politique néolibérale. L'idée qui est poursuivie par les inspirateurs de la PAC, c'est que l'agriculture, notamment l'agriculture française, est trop arriérée après la Seconde Guerre mondiale, elle occupe encore 30% de la population active, et c'est considéré comme bien trop par rapport à l'industrie. L'idée avec la PAC, c'est de provoquer une modernisation à grande vitesse de l'agriculture, pour qu'émergent au sein de l'agriculture des unités agricoles plus grandes, qui elles-mêmes puissent se lancer dans la concurrence sur ce qu'on appelle le marché agricole commun. Donc, la PAC, c'est avant tout pensé comme une politique de transition. Une politique qui doit passer d'un stade où 30% de la population active est employée par l'agriculture, à un stade où ce ne sera plus que 2-3%, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est un peu étonnant, mais pendant les années 60-70, ce que je disais, c'était que en Europe, là, la règle est libérale, mais de fait, les exceptions sont nombreuses. Alors pourquoi ces exceptions sont nombreuses? D'abord parce que vous êtes au début dans une phase de croissance où on ne se pose pas trop de questions. Et les retournements de la conjoncture des années 70 font que l'émergence soudaine du chômage de masse vont donner l'envie aux États d'intervenir dans leurs économies sans que l'Union européenne, enfin la CEE à l'époque, se sente obligée de les freiner, ni ne se sente avoir les moyens de le faire. Alors, donc, d'une part, vous avez des aides des États aux entreprises qui, pendant longtemps, vont perdurer. Et vous avez aussi des politiques de champions nationaux. Mais les politiques de champions nationaux, elles sont souvent faites avec des arguments qui permettent de contourner les règlements européens, comme par exemple des innovations technologiques qui justifient, par exemple, des monopoles de fait, ou c'est d'adopter une législation qui fait que l'on ne peut appeler, disons, train à grande vitesse, qu'un certain type de train qui se conforme à un cahier des charges qui est celui de Alstom. Bref, on invente par le droit des situations de monopole de fait auxquelles la communauté européenne ne peut pas encore s'opposer. Elle pourra s'y opposer véritablement à partir des années 70 et 80
à partir du moment où d'abord il y aura une reprise de l'harmonisation juridique qui va suivre un certain nombre d'arrêts de la fin des années 70, et puis avec l'acte unique qui va être le moyen de revenir complètement sur ces politiques de champions nationaux. C'est la Cour de justice plus d'autres choses. Il y a un contexte. En fait, si on veut voir à quel moment les choses basculent dans la construction européenne, ou du moins s'accélèrent, puisqu'elles ne basculent, ce serait l'année 79 qui sert de repère. Pourquoi 79 ? Parce que vous avez à la fois l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, vous avez aux États-Unis Paul Volcker qui va imposer la politique monétariste au sein de la Fed, vous avez la guerre d'Afghanistan, on voit souvent un peu comme le Vietnam des soviétiques. Et puis en 79, vous avez l'adoption par la Cour de justice des communautés européennes d'un fameux arrêt, l'arrêt Cassis de Dijon, qui a joué un rôle non négligeable dans l'accélération de la construction européenne. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails du Cassis de Dijon, mais au départ c'est une bisbille commerciale avec une entreprise allemande qui importe du Cassis de Dijon et qui se voit contester par un bureau de réglementation allemand, le fait de l'appeler cassis. Pourquoi ? Parce que la définition du cassis, de l'alcool de cassis en France et en Allemagne n'est pas la même, et qu'il n'a pas un titrage alcoolique trop faible pour être considéré comme de la liqueur de cassis en Allemagne. L'affaire va monter juridiquement, etc., aller jusqu'à la Cour de justice européenne, qui va trancher en faveur de l'importateur de cassis, et ce qui revient à dire en fait que ce que l'on appelle cassis en France est bien du cassis en Allemagne, même si la législation allemande dit que ça n'en est pas. Or ça, c'est un principe assez formidable, puisque si vous voulez construire un marché commun, plutôt que de dire il faut que j'harmonise toutes les législations une à une, parce que sinon on pourra faire des champions nationaux, on pourra utiliser des lois locales, etc. Là vous dites non, si le droit national exprime tel ou tel principe, ce principe-là vaut dans les autres États membres de l'Union européenne. Et donc dès lors, ça permet de réfléchir à une harmonisation qui se fait non pas par les États, non pas par l'Union, mais par la concurrence des droits. Et ça, c'est typiquement ce dont pouvaient rêver les libéraux. Le rôle joué par la Grande-Bretagne à ce moment-là est très important. Alors, la position de Margaret Thatcher face à la construction européenne est ambiguë si on voulait comparer son projet en matière d'Europe à celui d'un Jacques Delors, par exemple. Effectivement, elle est pour l'Europe, mais pas trop d'Europe. Alors quel est le projet de Margaret Thatcher ? C'est assez simple. En fait, c'est de dire, voilà, l'Europe, ça doit être un grand marché, et c'est tout. Un Delors vous dirait, ça doit être un grand marché, mais un jour, ce sera une communauté politique, et puis peut-être encore un autre jour, social, on ne sait jamais. Mais pour Thatcher, les choses sont beaucoup plus simples. L'Europe, c'est un grand marché. Et un grand marché où la Grande-Bretagne doit pouvoir réaliser des bénéfices. Donc elle, la PAC, par exemple, subventionner la PAC et les agriculteurs français, ça, elle dit non. C'est I want my money back. Elle veut pas. En revanche, construire un marché unifié avec des règles communes dans lesquelles les biens, les services, les capitaux puissent circuler librement, ça, elle est tout à fait pour. Et dans ce jeu, différents commissaires européens, notamment Arthur Cockfield, qui était le commissaire au marché intérieur et qui était un ancien ministre de Margaret Thatcher, vont jouer un rôle tout à fait important en essayant, dans le sillage de ce qui s'est passé à la fin des 70, de relancer un processus d'achèvement du marché, et c'est ce qui donnera naissance à l'acte unique européen. Le contexte dans lequel François Mitterrand doit prendre sa décision, c'est un contexte d'abord où il est politiquement assez isolé en Europe, puisqu'on a d'un côté Thatcher, de l'autre côté Kohl. C'est un contexte où une politique de relance a été mise en place entre 81 et 83, et dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, et même avant d'arriver au pouvoir, les socialistes savaient que ces politiques seraient difficiles à mener dans le cadre des institutions européennes. Et en fait, ils ont joué sur un seul tableau, c'est-à-dire l'espoir que la victoire de la gauche en France entraîne d'autres victoires de la gauche ailleurs. Il n'y en a pas eu.
partir de ce moment-là, une question qui s'est véritablement posée, c'est de savoir si la France devait rester dans le dispositif qu'on appelait le système monétaire européen. Ce système monétaire étant un arrimage des parités nationales aux marques. Concrètement, la politique allemande est une politique de lutte permanente contre l'inflation. On est dans une période en France où on a à la fois le chômage qui augmente, l'inflation qui augmente. S'arrimer aux marques, c'est se mettre directement en difficulté. Donc, la question qui se posait au pouvoir à ce moment-là était, dois-je dévaluer ma monnaie et sortir du système monétaire européen, ou dois-je y rester coûte que coûte? Alors, on le sait, les équipes autour de François Mitterrand ont été divisées, mais ceux qui vont l'emporter, c'est le camp représenté par Jacques Delors, qui pense que le pire pour la France serait de s'isoler et donc de sortir du système. D'où la phrase de François Mitterrand, de dire qu'il est pris en étau entre deux positions, soit la justice sociale, soit la construction européenne, et qu'est-ce qu'il va choisir? La construction européenne. Bon, Jacques Delors, c'est un haut fonctionnaire qui a déjà un certain parcours derrière lui à ce moment-là. C'est un haut fonctionnaire chrétien qui a été lié au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. C'est quelqu'un qui est assez consensuel dans le monde des élites françaises, puisqu'il est relativement inclassable entre le centre et la gauche. C'est quelqu'un de très connu pour ses engagements européens, et c'est quelqu'un qui, quand il va être nommé commissaire par François Mitterrand, va bénéficier du fait d'avoir été le ministre des Finances au moment de la pause de 1983. Donc quand on relit les mémoires de Margaret Thatcher, par exemple, elle explique que quand on nomme Delors, elle est plutôt rassurée. Après tout, elle aurait pu tomber sur un homme au couteau entre les dents, un socialiste, un communiste, non. Elle tombe sur Jacques Delors, un être plutôt modéré et plutôt porté au consensus. Et donc, Delors va se retrouver dans un univers où il va devoir composer avec des commissaires très thatchériens, comme Cockfield, avec des lobbies européens très organisés, comme le European Roundtable of Industrialists, et dès lors, il va tenter de faire avancer au maximum les revendications sociales, mais il va le plus souvent devoir accepter avant tout de voir l'Europe progresser sur le terrain du marché unique. C'est pas un recul que pour la France, de toute façon, c'est un recul des souverainetés, on va dire de manière générale. Mais en fait, ce traité peut être lu sous de très nombreux angles. Il a cette conséquence politique qui est importante, qui est donc de dire que un texte peut être adopté à la majorité qualifiée et ne requiert donc pas la majorité, l'accord de tous, et il n'y a pas possibilité de poser son veto, comme la France avait pu l'obtenir avec la crise de la chaise vide. Bon, ça c'est un premier changement de fond. Il y a ensuite un ensemble de changements qui vont se faire plus dans les mécanismes économiques. L'acte unique, c'est un texte qui vise à supprimer, simplifier un très grand nombre de législations pour faire en sorte d'harmoniser les règles qui ont cours sur le marché commun. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'ils appellent les 4 libertés, les libertés des biens, des capitaux, des services et des hommes, et de les approfondir dans ces 4 domaines. Or, ce qui est le plus important dans ces 4 libertés, à partir de ce moment-là, c'est la liberté des capitaux. Quand on crée une liberté des capitaux sans avoir avancé sur le front de la liberté fiscale ou sur le front de l'harmonisation fiscale et sociale, on crée de fait une mise en concurrence des législations et des États, les capitaux pouvant se rendre là où la législation leur est la plus favorable. Dernier élément important dans le texte, Jacques Delors avait un dada, son dada c'était la monnaie unique, et il avait réussi à faire introduire dans le texte un petit point donnant à l'Union la capacité monétaire, c'est-à-dire que l'Union pourrait elle-même frapper monnaie. Et c'est sur cette base-là que se créera ensuite la monnaie unique. D'abord, le lobbying en faveur d'une monnaie unique est assez ancien. Et on peut dire que dès les premiers projets d'Union européenne, même pendant l'entre-deux-guerres, on trouve déjà des
les projets de monnaie commune. Les gens qui vont le plus pousser dans le sens de la monnaie unique, ce sont les participants de la table ronde des industriels, Round Table of Industrialists, qui sont en fait les représentants de très grosses sociétés, et de très grosses sociétés qui sont pour de bon des multinationales. Donc ce qu'elles cherchent, elles, à construire, ce sont des marchés à la taille de l'Europe, et ce qu'elles cherchent avant tout à diminuer, c'est les coûts de transaction qu'elles peuvent avoir dans tous les échanges qu'elles créent dans le marché européen. Et donc, l'European Roundtable avait déjà beaucoup soutenu l'acte unique, et ils vont aussi logiquement soutenir les campagnes menées pour obtenir une monnaie unique, campagnes qui ont été aussi pas mal orchestrées par d'anciens chefs d'État européens, et notamment Valéry Giscard d'Estaing, qui avait créé une association avec son homologue allemand pour défendre l'idée d'une monnaie commune. L'Europe sociale, c'est un éternel mirage, c'est-à-dire que régulièrement, l'idée d'une harmonisation sociale revient dans les discours, mais toujours, c'est le point de vue économique, et le point de vue économique libéral, qui l'emporte. Quand il était commissaire, Jacques Delors a plusieurs fois tenté des initiatives sur l'emploi et sur le social, sans jamais avoir aucun succès. Au moment de la négociation des fameux critères de Maastricht, il avait tenté d'introduire des critères sur l'emploi, donc des critères plutôt sociaux. Évidemment, les Allemands, les Anglais n'en ont pas voulu. Quand le gouvernement dit de gauche plurielle arrivera au pouvoir, Lionel Jospin avait dit qu'il allait renégocier le compromis de Dublin de 1997 et qu'on allait introduire un pacte de stabilité, certes, mais aussi de croissance. Sauf que, là aussi, il a fallu qu'il mange son chapeau, puisqu'il n'y a pas eu de mesures prises en faveur du social. Et vous retrouvez ça jusqu'à maintenant. Quand François Hollande a été élu, qu'a-t-il dit? Qu'il allait renégocier le traité immédiatement après son arrivée au pouvoir, et on a adopté un pacte sur la croissance qui, bien sûr, ne comporte aucun objectif obligatoire, ni aucun budget pour mettre en œuvre les objectifs fixés. Donc l'Europe sociale, c'est une sorte de mythe récurrent qui sert toujours à faire accepter les difficultés présentes en disant oui, mais plus tard, on fera une Europe sociale. Alors qu'on sait très bien que aujourd'hui, elle est quasiment impossible à mettre en place. Elle était impossible et elle l'est de plus en plus. Elle est de plus en plus improbable. C'est un peu le paradoxe, c'est que plus l'Europe s'élargit, plus elle est impensable. Elle était initialement impensable dès lors que l'Angleterre n'en voulait pas. Elle était encore un peu plus impensable dès lors que et l'Angleterre et la Pologne et d'autres États refusaient toute charte sociale. Mais elle est aujourd'hui objectivement impossible quand vous avez des pays qui ont des structures économiques et sociales qui sont radicalement différentes, et des pays qui refuseront de toute façon que soit adoptée une charte sociale. C'est un peu difficile de généraliser. Moi, ce que je dirais, c'est que l'adhésion à l'Union européenne est vécue comme un symbole du développement et de la modernité relative des États, mais que ceux qui y sont le plus favorables sont des libéraux qui souhaitent démanteler tout ce qui pourrait évoquer encore les rigidités des anciens systèmes socialistes, encore qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Donc l'Union européenne, oui, c'est faire le choix du libéralisme. Je pense que clairement, il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la construction européenne. Le nom de 2005, et bien et l'adoption ensuite du traité de Lisbonne le montre bien. Le fait de faire revoter des Irlandais le montre bien. Il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la construction européenne. La construction européenne est réservée à des élites qui pensent le problème comme trop complexe pour la grande majorité de nos concitoyens et qui pensent que la question européenne doit être réservée à ces spécialistes. En fait, elle est aussi ancienne que l'idée européenne. Vous avez dès la fin des années 30 des appels qui ont été faits pour créer, alors, au départ, une association de la France et de la Grande-Bretagne. Ça, on a complètement oublié, mais Jean Monnet était favorable. Alors, on a parlé d'une fusion de la France et de la Grande-Bretagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour être plus fort face à l'ennemi. Mais on a aussi parlé de créer une fédération
qui associerait les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ouest de l'Europe. Alors c'est un thème relativement ancien, c'est un thème qui va se nourrir pendant toute la guerre froide de la thématique du bloc occidental, de l'Occident contre le communisme, et c'est une thématique qui a toujours conservé des partisans parmi les conservateurs. Un de ses partisans les plus traditionnels en France, c'est Édouard Balladur, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet pour vanter les mérites d'une fédération de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Bon, le problème, il me semble, du point de vue des syndicats, c'est que bon, il va falloir d'abord constituer une organisation européenne. Donc vous avez la Confédération européenne des syndicats, qui, comme tout type d'organisation européenne, va se bruxelliser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir avoir des professionnels de Bruxelles, et des professionnels qui vont vivre à Bruxelles et être pris dans le système bruxellois, où là aussi des hauts fonctionnaires, des lobbyistes patronaux, des politiques, etc. Et donc on a des spécialistes du syndicalisme européen qui vont être relativement coupés de leur base syndicale, et qui vont sur plein de plans, et notamment sur le plan sociologique, être plus proches de leurs homologues et adversaires à Bruxelles que de leurs mandants dans les différents États membres. Bon, ça, c'est un premier aspect du problème. Mais le problème plus fondamental, c'est, comme on disait tout à l'heure, que les situations sociales, économiques et politiques en Union européenne sont extrêmement contrastées. Pour un exemple simple, il n'y a pas de salaire minimum dans l'ensemble des États. Et dans un certain nombre de domaines sociaux, il n'y a pas de règles communes. Alors, si vous êtes un syndicat européen, alors vous pourriez vous dire, ma première revendication, ça va être, ça serait bien qu'il y ait un salaire minimal partout. Ok, mais de quel montant? Puisque nos niveaux de vie dans les différents pays sont très différents. Et du coup, de fil en aiguille, la Confédération va être amenée à dire, bon, ma revendication, c'est qu'on adopte dans tous les pays un même processus pour adopter un salaire minimum commun. Vous voyez bien comme affadissement de revendication, ça se pose là. C'est-à-dire que les législations sont tellement différentes que vous ne pouvez prendre que des thèmes communs du type « nous sommes pour l'emploi »,« nous voulons la croissance »,« nous voulons plus d'éducation en Europe ». Bon, qui sont des thèmes très généraux et qui ne se prêtent pas vraiment à la discussion politique. Bah, le patronat est assez bien organisé à l'échelle européenne et les patrons ont compris assez tôt qu'il faudrait investir Bruxelles. Alors ils le font de plusieurs manières. Vous avez des organisations patronales qui représentent les organisations patronales. Donc ça, c'est le cas de Business Europe, qui est l'ancien représentant des entreprises au niveau, et des grandes entreprises au niveau européen. Et puis ensuite, vous avez quantité de lobbies présents à Bruxelles et qui jouent un rôle important, très important, dans la prise de décision à Bruxelles. Pourquoi? Parce que l'Union européenne fonctionne très souvent avec des processus de concertation. Et dès lors que le Conseil demande à la Commission de réfléchir sur des projets de directive, la Commission, elle, soumet ces projets de directive à différents partenaires, ceux qui veulent bien prendre position, et donc principalement les lobbies qui sont installés à Bruxelles et qui ont souvent des équipes de professionnels et qui donc peuvent très tôt dans l'élaboration du droit à Bruxelles prendre position. Alors, on sait qu'il y en a énormément aujourd'hui, et par contre il est très difficile d'en établir une liste scrupuleuse parce qu'en fait des chercheurs ont tenté de le faire en prenant par exemple le nombre d'individus accrédités auprès du Parlement européen, en prenant aussi des gens accrédités auprès de la Commission, etc. Mais les listes ne se recoupent que partiellement, et des individus portent souvent plusieurs étiquettes. Vous pouvez être là en même temps que vous représentez une entreprise de tabac, mais vous pouvez être inscrit auprès du Parlement parce que vous êtes un jeune chrétien démocrate. Et le fait qu'on ne distingue pas forcément entre les activités économiques et les activités politiques, spirituelles, culturelles, fait qu'il est parfois difficile de cerner à quel titre les individus sont là. C'est-à-dire qu'initialement, les législations type acte unique ont été mises en place par des industriels
type les membres de European Roundtable. C'est eux qui ont écrit le squelette de ce qui va être l'acte unique. Aujourd'hui, je pense que ces grandes entreprises industrielles sont moins concernées par les réglementations qui se mettent en place au niveau de l'Union, et que l'on peut penser logiquement que dans les contextes actuels, les entreprises financières sont plus investies, et notamment parce que les marchés financiers aujourd'hui sont quand même en des entrecroisements entre intérêts européens et américains assez complexes. Je sais pas, le fait que Euronext, qui gère la Banque de Paris, soit possédé par des sociétés américaines, etc., fait qu'il y a un entrecroisement permanent d'intérêts qui suppose une action de Bruxelles récurrente. D'abord, je dirais qu'il y a des causes institutionnelles. On a construit une Europe dont les fondements sont le monétarisme, le libre-échange, la libre concurrence. On voit difficilement comment on peut transformer ça en Europe sociale. On disait ironiquement, c'est vouloir transformer du plomb en or. En même temps, vous avez une Europe qui ne fait qu'exalter la concurrence, le marché. Elle va pas se mettre tout d'un coup à inventer une législation sociale favorable à l'ensemble des salariés. Donc, premier problème, il serait institutionnel. Le deuxième problème, il serait évidemment celui des rapports de force politiques. Pour pouvoir modifier le cadre des institutions européennes, il faudrait avoir des gouvernements nationaux qui souhaitent le faire et une majorité de gouvernements nationaux qui souhaitent le faire. Bon, aujourd'hui, clairement, la majorité des gouvernements sont attachés à un modèle libre-échangiste, à un modèle monétariste, et pas du tout à un modèle socialiste ou même social-démocrate. Donc, quand on prend ces deux problèmes-là, la vraie question qui se pose, c'est quel serait le moyen de transformer l'Union? Alors, première réponse, c'est la réponse façon Bernard Guetta sur France Inter, c'est l'Europe va mal, alors il en faut plus. Et on vous dira, pour que ça aille mieux, il faut plus de fédéralisme, il faut plus d'intégration, il faut créer une grande Europe qui, là, enfin, pourra prendre des décisions. Et à regarder d'un peu plus près, quand bien même on aurait demain un gouvernement économique fédéral, rien ne nous dit que son cœur battrait à gauche, et rien ne nous dit qu'il ne mènerait pas les mêmes politiques libérales et de rigueur qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'un des seuls moyens de transformer les logiques européennes passe par les élections nationales et par une tentative de transformation des rapports de force gouvernementaux dans un des États membres, et au gouvernement élu à ce moment-là de prendre ses responsabilités, de refuser de participer à certaines institutions, pourquoi pas refaire la politique de la chaise vide, et de bloquer, autant que faire se peut, les prises de décision collectives. Ces crises ont eu lieu et elles ont porté leurs fruits. Je pense que si un des États principaux décidait de freiner la machine, c'est le seul moyen de réorienter l'Europe. Parce que sinon, actuellement, quand vous regardez les traités, tous les traités sont la somme des traités précédents. Après tout, quand il y a eu le débat sur le TCE en 2005, 3/4 du TCE, c'était Maastricht. Oui, mais les 3/4 de Maastricht, c'était le traité de Rome. Tous les traités s'accumulent, font les mêmes effets, et je vois pas quel réaménagement partiel, à la marge, pourrait transformer le contenu de ces traités qui ont forgé des institutions. Il me semble que le vrai problème, quand on parle de remettre en cause des traités européens, c'est que souvent les individus qui débattent de ces sujets confondent ce qui est un continent, une réalité géographique, et ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire un ensemble de traités. Et n'ont pas forcément en tête que l'Union européenne, ce n'est pas les habitants de l'Europe. L'Union européenne, ce sont les textes juridiques qui encadrent les pratiques économiques à l'échelle d'un continent. Des traités, ça se change, ça se renégocie, on peut en refaire d'autres. Le continent, lui, il est là où il est.